On va laisser la parole au formateur pour qu'il nous en dise plus sur le thème. Donc, Monsieur Moussa, c'est à vous. Ok, merci beaucoup à Mademoiselle Elvira. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir diriger ce webinaire qui parle d'une passion qui m'anime depuis très longtemps, les effets spéciaux. Bonsoir à tout le monde, à tous les participants. Merci d'être venus. On avait beaucoup plus d'inscrits que ça, mais peut-être ils vont nous rejoindre un peu plus tard. Donc, déjà, ici, on a le sommet. D'abord, je me présente, je suis Moussa Bagnon. Je suis infographiste, monteur vidéo, photographe, passionné de tout ce qui est digital. De base, j'ai été formé en électronique. Aujourd'hui, j'évolue dans le domaine du graphic design. Donc, notre webinaire d'aujourd'hui vous présente le sommet. On aura l'introduction, ensuite les étapes de la réalisation. Après ça, on va parler de SFX. C'est vrai que le sujet d'aujourd'hui, c'est VFX. Bon, on ne peut pas parler de VFX sans SFX. Ensuite, je vous montrerai des exemples de films que vous avez sûrement déjà vus. Le SFX, pipeline d'une production 3D, l'importance des VFX au cinéma. Aussi, vous montrer dans quel domaine on pourra utiliser le VFX. Ensuite, quel logiciel utiliser, outils logiciels, et montrer les étapes pour pouvoir devenir un artiste VFX. Je désactive ma caméra. En introduction, j'en ai fait la présentation concernant l'explication du webinaire. Ça sera vous montrer les différentes étapes, tout ce que vous devez savoir concernant les effets spéciaux. Comment est-ce que c'est fait, par qui c'est fait, quelles sont les étapes, comment est-ce que ça commence, comment est-ce que ça finit, quels sont les logiciels utilisés, c'est quoi le cheminement, tout ce qui va concerner les effets spéciaux visuels. Et tous ceux qui auront des questions pourront les laisser dans le chat, ou bien s'ils veulent aussi lever la main pour poser une question. On pourra m'arrêter à n'importe quel moment s'il y a une question, bien il y a quelque chose que quelqu'un ne comprend pas, pour qu'on puisse donner plus d'explications. Ce n'est pas un cours d'histoire-géographie, c'est un webinaire, une masterclass sur le VFX. Donc, chacun est libre à n'importe quel moment de poser sa question ou de lever sa main pour m'arrêter. L'objectif ici sera de permettre à tout le monde de pouvoir comprendre ce qu'on ne voit pas tous les jours devant les écrans. On a tous été fascinés par tout ce qu'on voit au cinéma, à la télévision, dans les clips vidéo, tout. Mais on ne sait pas réellement comment est-ce qu'ils arrivaient à réaliser tout ça. Sans plus tarder, on va commencer par les étapes de la réalisation d'un film. On parle de VFX, mais il faudrait qu'on sache quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir réaliser un film. Donc, pour pouvoir réaliser un film, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a beaucoup de niveaux qui comportent la réalisation d'un film. On a la recherche et développement, la pré-production, la production, la post-production, distribution, commercialisation, exploitation. Il y a plusieurs d'autres encore. Recherche et développement, ici, ça sera de donner l'idée. Parce qu'avant de pouvoir réaliser un film, il faut avoir une idée de départ. Le film va parler de quoi? Le scénario. Et pour pouvoir écrire le scénario, là, on a mis script. On aura besoin d'un scénariste. Le scénariste qui sera chargé de pouvoir écrire le scénario, donner les différents plans, tout ce qu'on aura dans le film, les acteurs. Il va faire la bible des différents personnages. On prend, ici, on a nos personnages principaux qui s'appellent peut-être, on a un personnage qui s'appelle Ali, il va donner son nom, il va donner son âge, qu'est-ce qu'il fait, quel genre de personne il est, tout ce qui va comporter ce personnage. C'est qui est la Bible du personnage. Ensuite, on aura la pré-production. C'est-à-dire même avant de prendre la caméra et commencer à filmer, c'est les étapes d'abord à suivre.
La pré-production, il faut bien sûr avoir un financement. Il faut quelqu'un qui va investir dans le film. Ensuite, on a le planning. Le planning, déjà, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait quand, qu'est-ce qu'on fait quoi, comment le faire. Ça sera de faire le planning concernant tout ce qui sera tournage, tout ce qui va comprendre le film. Après, il faudra faire la recherche des acteurs. La recherche des acteurs n'est rien d'autre qu'un casting. Il faut un casting pour pouvoir recruter les acteurs, pour avoir les personnages principaux, les deuxièmes rôles, troisième rôle, ainsi de suite. Aussi, il faut prendre en compte les outils et accessoires. Les outils et accessoires vont concerner tout ce qui sera comme vêtements, création de décors, costumes, maquillage. Il faudrait déjà penser à tout ça avant même de pouvoir tourner une seconde du film. Après, il faut faire une répétition. On fera des répétitions pratiques, pas forcément avec tous les acteurs, mais avec quelques acteurs sur des scènes euh, principales du film, les scènes clés. Après cette étape de pré-production, il y a la production. C'est ici qu'on va prendre notre caméra, nos différentes lumières, tout, pour aller sur le terrain et commencer le tournage. Et on fera le tournage en suivant le planning qu'on a eu à faire dans la pré-production. Ensuite, à la direction artistique. La direction artistique va superviser l'aspect visuel du film. Tout ce qui sera comme l'aspect visuel du film sera dirigé par le directeur artistique que j'ai mis DA ici. Après cette étape, il y aura l'étape du son. L'étape du son fera l'enregistrement de la bande sonore, de la musique, qui va nous permettre de pouvoir donner vie à notre film. Parce que un film sans la musique, sans le son, il ne va pas donner les mêmes effets. Parce qu'il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend. Regarder un film, pour pouvoir avoir du suspense, c'est le son. Pour pouvoir avoir des émotions, il y a le son. Le son permet de donner une autre dimension à ce qu'on regarde. Après ça, il y aura les SFX. Les SFX, on va venir dessus tout à l'heure. Après l'étape de production, on a l'étape de la post-production. Ici, on fera un pré-montage. Tout ce qu'on a filmé, on fait un pré-montage pour pouvoir envoyer aux artistes VFX qui vont prendre les différents plans, qui vont comporter les VFX pour pouvoir faire leur travail à leur niveau. Après, ça il y aura le mixage. Le mixage sera fait avec l'image et le son. C'est ici qu'on va ajouter les audios, les effets sonores, la musique, pour faire le mixage final. Après ça, le color grading. Le color grading, c'est l'étalonnage. Disons, on va ici assembler, essayer de pouvoir synchroniser toutes les couleurs de notre film. Les films, en fonction de l'histoire des films, on peut avoir une couleur. Ça, c'est des choses qui, que des personnes, des professionnels peuvent comprendre facilement. Pour juste un téléspectateur qui regarde un film, il peut ne pas comprendre tout ça. Mais chaque film, en fonction de l'histoire que ça raconte, il y a la couleur. Après, on aura l'étape du montage final avec le son, les VFX, l'étalonnage, tout ça. Il y a aussi l'étape de la distribution, sur quoi, quelle plateforme il faut vendre, si ça sera en VOD ou bien en streaming, tout ça. Ça sera l'étape de distribution, commercialisation, ensuite l'exploitation. Donc, ici, VFX, comme c'est écrit, c'est Visual Effects, pour dire effet visuel. C'est les effets créés numériquement en post-production à l'aide des différents logiciels et technologies informatiques. À côté de ça, on a les SFX. SFX, c'est Special Effects, effets spéciaux. C'est les effets créés sur le plateau. Donc, la différence entre les VFX et les SFX, c'est que les VFX, on les fait à la post-production à l'aide d'un ordinateur, des logiciels. Alors que les SFX, c'est les effets spéciaux qu'on crée lors du tournage des images.
Ici, il y a quelques exemples de films qu'on a déjà vus. Ajoutez le Black Book. C'est un film qui n'est pas peut-être connu par rapport à Thor et Avatar. C'est un film nigérian qui contient des VFX. C'est pas assez, mais c'est vraiment de qualité. J'ai regardé le film, j'ai vraiment aimé voir des Africains produire une telle qualité. Après ça, on a Thor qui, dont le projet a pris en compte pas mal de studios au Canada. Il y a pas mal de studios qui ont travaillé sur le projet, ainsi qu'Avatar qui est vraiment une prouesse technologique en matière de cinéma. Il y a Woman King aussi que j'ai beaucoup aimé avec les effets spéciaux. C'est tellement parfait. Ici, je vais vous montrer le breakdown de Avatar pour qu'on puisse comprendre pour les personnes qui n'ont aucune idée du domaine, puissent voir en image un peu de quoi on parle avant de pouvoir montrer les différentes étapes réalisées. Donc ici comme on le voit, il y a des capteurs sur les personnages. C'est-à-dire le plan a été modélisé en 3D et il y a des capteurs sur des personnages réels. Ces personnages réels vont se comporter euh, comme si ils étaient en train de jouer même la scène. Ils vont courir, ils vont sauter, ils vont parler. Et toutes ces informations seront transmises au modèle 3D qui a été fait à l'ordinateur. Donc ici, ça permet d'aller vite et de bien faire et de surtout faire de façon réaliste par rapport à la méthode traditionnelle où on va modéliser, ensuite partie animée, frame by frame. Ça peut nous prendre assez de temps et rien ne garantit même qu'on pourra avoir un rendu réaliste. Alors qu'ici, le personnage joue le rôle et les capteurs récupèrent toutes les informations pour transmettre au modèle 3D qui a été fait au préalable. Bonsoir, formateur. Oui, Bonsoir, formateur. S'il vous plaît, j'aurais une question à vous poser. donc allez-y, le temps de... Parce que mon PowerPoint s'est fermé. Allez-y. Les images que vous venez de montrer à l'instant, j'aimerais savoir si ça concerne les VX ou les SFI. Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Les images, la projection, la vidéo que vous venez de mettre en illustration, j'aimerais Ouais, savoir s'il s'agit des effets qui ont été apportés sur ces images. J'aimerais savoir si c'est les effets VX ou SFI. ici, on a les deux. Il y a le Ah, les VFX et deux. il y a le SFX. Parce qu'il y a des éléments qui étaient même sur le plateau. Les SFX, c'est les effets spéciaux, mais qu'on crée lors du tournage. C'est-à-dire, ce n'est pas la post-production qu'on les ajoute. Donc, on va voir des exemples, vous allez comprendre la différence entre les SFX et les VFX. D'accord, bien. Merci. Bonsoir, formateur.
Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Formateur, ici, vous avez, après l'idée pour la post-production, vous avez parlé de script après l'idée. Je veux Oui, savoir oui. si le script et le synopsis ont le même sens. Ils n'ont pas le même sens. Le Hmm, synopsis, il te donne, disons, un Le résumé, résumé de ce que vous allez voir dans le film. Ici, le script, c'est d'accord. le scénario qui va dire tout ce qu'on va faire. Le film va parler Mhm. de quoi, type du Oui, oui, personnage, les différents d'accord. plans, le nom, ce qui concerne Ok, le script. d'accord. Donc ici, on place le synopsis où? Avant ou après ou dans la post-production? Le, le synopsis, il peut Mhm, être dans la pré-production. Lorsqu'on finit de mhm, trouver l'idée, on a mhm. notre idée de départ, on sait de quoi le film va parler, on a tout en Oui, général. On décide, on oui. fait le synopsis pour permettre aux téléspectateurs, sans D- avoir regardé le film, de déjà comprendre, d'avoir un résumé de ce qui va se passer dans le film. D'accord. Merci, formateur. Ici, on va parler des Je SFX. pense que ce serait Donc, plus comment dire? intéressant de vos questions dans le chat pour que Bonsoir, le formateur puisse au moins s'arriver au bout de ses bonsoir, idées. Oui, bonsoir. bonsoir. Oui, oui, allez-y. Bonsoir, s'il vous plaît, c'est par rapport au film de Thor Love and Thunder. Oui, Dans le, dans le film, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que sur le tournage, il y avait des écrans LED, une sorte d'écran LED qui permet de projeter l'univers même sur le tournage même. Donc, je voulais savoir si ces écrans LED peuvent être considérés comme des SFX. ok. Merci pour la question. Ces écrans LED ne sont pas considérés comme des SFX, mais plutôt qui remplacent les fonds verts. Je ne sais pas si vous connaissez les fonds verts. Si, tu vois. Les fonds verts, on utilise pour pouvoir avoir un décor vraiment flexible. Donc, ici, avec les innovations, la prouesse technique, on arrive dans certaines productions, à utiliser des écrans LED pour pouvoir avoir des décors en 3D en temps réel. Alors qu'avec les fonds verts, on a le fond vert, on fait le tournage, après on va retirer le fond vert et mettre le décor qu'on veut. Avec les écrans, en temps réel, on ajoute le décor qu'on veut et l'acteur joue. Ok, merci formateur. D'accord, donc je vais continuer. Les SFX, comme on l'a dit, Special Effects, ça peut être des maquillages. Ici, ce qu'on voit, c'est une image que j'ai vue sur Facebook. Et Jalaluddin Oladokun, il est très fort en tout ce qui concerne maquillage, cinéma. Donc là, ça, c'est SFX. Ça, c'est des choses qu'on peut réaliser à la post-production. Si c'est fait à la post-production, ça devient VFX. Mais là, ça a été fait sur le plateau de tournage. C'est des effets spéciaux. Ce n'est pas comme ça qu'ils sont en réalité. On a déjà des effets spéciaux pour pouvoir les transformer. Mais là, ça a été fait sur le plateau de tournage avant même d'arriver à la post-production. Donc, quand on parle de SFX, ça peut être des maquillages comme ce qu'on voit ici. Ça peut être aussi ça. Il y a des films où on voit le super-héros qui est costaud, mais en réalité, qui n'a pas vraiment les muscles comme ça. On peut utiliser la silicone comme ce on voit ici pour pouvoir donner une dimension à la forme du personnage. En matière de SFX aussi, on voit ici que dans le tournage, sur l'image d'en haut, il y a le fond vert, on a ajouté des étincelles de feu. Il y a des mini-feux qu'on a ajoutés. Dans la post-production, là, on a ajouté maintenant l'acteur qui est là, personnage 3D. Bon, au moment même du tournage, il y avait des feux même qui existaient. Donc ici, ces feux-là peuvent être considérés comme des SFX. Par exemple, des effets spéciaux créés mais sur le plateau de tournage. Par rapport à la tenue en silicone qu'on vient de voir, ça a été fait dans Avengers, Endgame avec Thor. Parce que avant le dernier, il avait laissé ses amis, donc il déprimait, il a commencé à boire, il pouvait plus s'entraîner, tout ça, donc il a grossi. Pour pouvoir montrer ça dans le film,
On ne pouvait pas faire grossir Thor en réalité. On ne pouvait pas le faire manger pour avoir un gros ventre, tout ça. Donc, il fallait utiliser notre méthode pour qu'il ait un gros ventre. Donc, ici, vous voyez que son ventre a grossi. Il a porté une tenue en silicone avec la couleur de la peau. Mais la couleur de la peau a été retouchée à la post-production pour que ça puisse matcher avec la couleur de son visage, ne pas qu'on puisse sentir. Ensuite, ici, on va voir pipeline d'une production 3D. Donc, tout ce qu'on voit comme pour production 3D, il y a pipeline à suivre. À pipeline, on a plusieurs départements. La pré-production, post-production, ensuite la production, dans la production avant et puis à la fin, la post-production. Et là, comme on l'avait dit un peu plus haut, dans la première partie qui est là, où on a le RD, RD c'est recherche et développement. Ça, c'est la partie pré-production. Et la partie pré-production, comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a le script, recherche d'idées, tout ça. Ça, c'est la partie recherche et développement. Ensuite, on a le storyboard. Le storyboard, on va venir dessus tout à l'heure. Aussi, le prévisual, ça permet de pouvoir prévisualiser l'idée qu'on a déjà eu à écrire avant même de passer à la production. Après ça, on a la modélisation. Pour pouvoir faire une modélisation 3D, il faut des images de référence. Donc, on va chercher des images de référence. Si on veut peut-être mettre dans notre film, par exemple, le dernier film, John Wick, ceux qui ont regardé, il y a eu des tournages un peu partout, à Paris, au Japon, tout ça. Mais ils n'ont pas vraiment voyagé pour aller à Paris pour pouvoir tourner le film. Ils ont modélisé, ils ont trouvé un décor de Paris, ils ont tourné comme s'il était à Paris, mais il n'était pas à Paris. Le tunnel, ce n'est pas fait à Paris. Mais ils ont pris la référence avec la Tour Eiffel, la ville de Paris, pour pouvoir modéliser, reproduire la scène pour tourner comme si on était à Paris. Pour l'animation, on a le rigging, modélisation. Ensuite, on a le rigging et l'animation. Le rigging, ça va dépendre du projet, du personnage. Si c'est un personnage, mais c'est un bâtiment qu'on a modélisé. On va revenir sur tout ça avec des images pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Les FX et simulation. Le texturing. Parce que quand on finit de faire la modélisation d'un personnage ou bien d'un objet, il faut donner une texture. Si on a modélisé, par exemple, un arbre, il faudrait donner la texture à l'arbre, texture des feuilles, tout ça, la couleur. Ou bien si c'est une bouteille qu'on a modélisée, la texture peut être l'étiquette. Tout ça qu'on va ajouter lors du testing. Après ça, le lighting. Quand on finit de modéliser, il faut mettre l'éclairage parfait avant de faire le rendu. Le match moving. Le match moving, ici, va nous permettre de pouvoir insérer le modèle 3D qu'on a eu dans une scène réelle. Après ça, il y a le compositing. Lui, il récupère les différents éléments qu'il va assembler. Tout ce qui est modélisation, tout, il récupère pour pouvoir assembler avec la scène qu'il a. Après, il y a la rotoscopie qu'on va voir. Il y a le département du montage vidéo. Il y a le département de, comme on avait vu, un peu plus color grading pour l'étalonnage. Après tout ça, on va revenir, on aura notre scène finale avec, dans le final cut, on aura notre vidéo finale. Ensuite, les dailies et les verify split. Ici, les dailies, comme s'il y a des monteurs vidéo aussi qui vont comprendre, c'est des rushs. On peut dire des rushs. Ce sont des copies quotidiennes de séquences filmées pendant la production. Ces copies-là permettent à l'équipe de production, y compris le réalisateur, les producteurs, les chefs de département, de pouvoir visualiser et effectuer chaque jour s'il y a des modifications ou bien un truc sur le plateau. Ensuite, les VFX Split.
Les VFX splits sont les séquences filmées qui servent de base pour l'ajout ultérieur des effets spéciaux. Par exemple, quand on finit le tournage, ce n'est pas tout, comment dire, tout le rush qu'on va prendre pour envoyer l'artiste VFX. On va retirer tout ce qui est VFX split. Ça veut dire que les plans qui auront besoin d'effets spéciaux visuels, ces plans-là, on va les récupérer pour pouvoir envoyer ça aux artistes VFX pour qu'ils puissent ajouter, inclure, comment on va dire, tout ce qui est fond vert retiré, pour pouvoir ajouter les effets spéciaux visuels. Idée, histoire, on en a déjà parlé, avoir une idée de base et trouver un scénariste pour créer le scénario. Storyboard dont on parlait, le storyboard, c'est de pouvoir dessiner les différents plans, les différentes actions qu'on fera lors du tournage. C'est le storyboard qu'on va suivre lors de la production. Ici, c'est marqué scène. On a la première scène, on voit un gros plan. Ensuite, on va faire un plan américain, un plan d'ensemble, plan italien. Tous les différents plans qu'on devra avoir lors du tournage seront dessinés par un storyboarder qui, ici, il y a un A qui s'est ajouté, qui n'a pas sa place, qui sera dessiné par un storyboarder. C'est lui qui va faire tout le plan, bien sûr avec la supervision du réalisateur, tout à la pré-production. Il décide des plans qu'on va suivre lors du tournage pour ne pas avoir à aller réfléchir, avoir à aller chercher quel plan on doit faire ou bien pour pouvoir encore trouver la concordance entre les différents plans. Donc, le storyboarder va dessiner tous les plans avant même qu'on parte sur le terrain pour filmer. Dans la prévisualisation, on fait une animatique. Il a dessiné les plans, il faudrait l'animer pour qu'on sache à quoi ça va ressembler. Ce n'est pas forcément une animation poussée avec des couleurs dessinées parfait, non. On veut juste une représentation et comment est-ce que les choses seront vues lors de la production. Donc, c'est pourquoi c'est écrit prévisualisation. Donc là, c'est l'animatique pour pouvoir montrer un peu ce qu'on aura fait. Donc, la modélisation. La modélisation 3D, c'est de pouvoir modéliser, dessiner un objet sur 3 dimensions, donner une forme, une profondeur à un objet. Parce qu'on a la 2D et on a la 3D. Du moment où on a une profondeur, on rentre dans la 3D. Donc ici, j'avais fait un petit projet pour l'enseigne de Majestic Cinéma. Avec la modélisation, c'est un truc assez simple, un rectangle, ensuite un autre rectangle au milieu qui va servir de grand et l'autre de support sur lequel on a l'écran. Le logiciel, c'est le logiciel Maya, on va revenir dessus. On va faire la modélisation ici. Ensuite, ajouter la texture. Notre texture ici, ça sera le logo de Majestic qu'on a ajouté. Après avoir ajouté notre texture, on va passer à l'éclairage. Ici, il y a utilisé 2 types d'éclairage. Dans le fond, avec les SEC, c'est le light dome, c'est l'éclairage ambiant qui va éclairer toute la scène. C'est comme si le soleil, parce qu'on a le soleil éclaire tout, mais ne peut pas forcément peut-être rentrer dans la maison, avoir une lumière. On a le soleil qui éclaire la ville, mais à la maison, chacun a son ampoule pour pouvoir éclairer sa maison. Donc ensuite, en plus de la qui est là, j'ai ajouté le rectangle qui est en face de l'enseigne. C'est une autre source de lumière qui va directement être projetée pour pouvoir donner la lumière que je veux à mon modèle. Ici, j'ai fait un premier test de rendu pour ce qui ça donne. Là, il y a la lumière qui est claire et ensuite une autre source de lumière à l'intérieur. Ici, on a le rendu final. Donc, avec ce modèle, on peut tout faire. Ça, on peut l'ajouter même peut-être sur un bâtiment de Majestic. On peut l'animer. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut même créer une simulation, comme si ça tombait, ça se brisait. En fait, la 3D, c'est pour ça.
ce qu'on n'arrive pas à faire dans la vraie vie. Dans la vraie vie, si je vais filmer l'enseigne de Majestic, je peux ajouter à mon film, mais je n'aurai pas le pouvoir de peut-être la faire tourner en 360. Je n'aurai pas le pouvoir de faire créer une simulation comme si l'enseigne était en train de fondre. Je n'aurai pas la possibilité de le faire. Avec la 3D, on peut faire fondre le dessin qui est là. On peut la détruire, briser, l'animer comme on veut. J'ai fait une petite scène en ajoutant de la pluie à l'enseigne qui est là. Donc, il s'appelle modélisation, une petite animation. On ajoute une source de lumière et puis avec de la fausse pluie. Formateur, je vous coupe pas la parole, mais j'ai eu une préoccupation, s'il vous plaît. D'accord? Euh, à long terme, vous avez parlé lorsque vous vouliez parler des images 3D, vous avez parlé des images de référence. Donc, j'aimerais savoir, vous voulez dire quoi par image de référence? Je ne comprends pas bien ce terme. Ok, d'accord. Image de référence, c'est-à-dire, avant d'ouvrir ton logiciel pour pouvoir modéliser un objet, il faudrait avoir des images de référence. Les images de référence sont des photos réelles. Si, par exemple, on te demandait de modéliser le nouveau pont, le pont Ado, tu ne vas pas tout de suite là commencer à modéliser en fonction de ce que tu avais déjà vu. Peut-être tu es passé là-bas avant-hier, tu as vu le pont, ouais, il y a des rubans, tout ça. Mais avant même de pouvoir t'asseoir pour modéliser, tu dois faire des recherches, trouver des photos réelles. Et ces photos de réelles vont te servir de référence pour que tu puisses te rapprocher le plus possible du modèle original. Je ne sais D'accord, pas je vois un si... peu. Ouais, bon, je pense que Oui, c'est bon? le plus sûr de méthode qu'on comprend. Allô, oui, c'est bon? D'accord, donc on va continuer. On avait parlé de rigging. Rigging ou bien on dira paramétrage. Lorsqu'on modélise un personnage, un humain ou bien un robot, avant de l'animer, il faut lui donner des, je ne sais pas comment il va appeler, des os. Parce que avant de pouvoir l'animer, il faudrait créer des liens entre les différentes parties du corps de notre caractère ici. Pour pouvoir mieux comprendre, on va prendre l'exemple de la marionnette. La marionnette, c'est l'illustration parfaite du rigging. Avant de commencer à animer la marionnette, on ajoute d'abord des fils. Et les fils là sont reliés. Il y a la main, coude, la tête, les pieds, genoux. Tout ce qui est fil sur notre marionnette ici va servir de rigging. On sent les fils qu'on bouge, il y a la partie du corps qui bouge. Si le fil est attaché au bras gauche, lorsqu'on bouge, c'est le bras gauche qui bouge. Donc, c'est pareil avec le rigging. On finit de riguer, ensuite on part à l'animation et on dit comment est-ce qu'on veut que le personnage bouge. Si on bouge le pied, les parties qui sont reliées au pied puissent aussi bouger avec le pied en même temps, comme c'est fait avec notre marionnette ici. La simulation, comme on l'avait dit, parce que les VFX, c'est un ensemble de compétences, de spécialités qui comportent les VFX. Il y a des artistes qui font spécialement simulation. Ici, on voit deux personnages modélisés et les particules qui sont là, de simulation, pour pouvoir les récupérer et ajouter dans une vraie scène pour créer de l'énergie ou bien du feu lors d'une scène de combat, par exemple. On peut avoir aussi simulation d'eau. Dans les films, on voit l'eau qui jaillit avec des bateaux, tout ça. Ce sont des simulations qu'on fait à travers des particules qui seront générées dans le logiciel. Tu vas dire le logiciel ne sait pas si ce que tu veux faire, si c'est de l'eau ou pas.
C'est à toi de trouver des images de référence. Comment est-ce que l'eau bouge? Lorsqu'on jette une pierre dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? En fonction de tous ces mouvements que tu vas paramétrer ta simulation. Tu vas dire au logiciel, il veut que ça fonctionne comme ci, comme ça. Il y a les différents paramétrages en fonction du poids pour pouvoir avoir la vélocité, la densité, la fluidité. Parce que quelqu'un qui veut faire une simulation d'eau et quelqu'un qui veut faire une simulation de volcan, par exemple, ça ne va pas donner le même résultat parce que le volcan et puis l'eau n'ont pas la même façon de réagir. Donc, il faudrait savoir, avoir toutes ces informations-là avant de commencer la simulation. Ça, c'est avec, on va arriver sur les différents logiciels, mais ça demande beaucoup de compétences, que ce soit en programmation, en design, et en calcul, pouvoir maîtriser tout ce qui est simulation, taux et autres. On avait parlé de MatchMove dans notre pipeline d'une production 3D. Comme je l'avais dit, MatchMove, c'est de pouvoir préparer une scène réelle, filmer et ajouter un élément 3D. Les éléments 3D qu'on a modélisés, on veut les ajouter dans une scène réelle et faire de sorte qu'on ne puisse même pas savoir que les bâtiments qui sont dans cette ville sont des modèles 3D. Donc là, on crée des points avec des cônes, on crée un tracking pour pouvoir insérer notre modèle 3D qu'on a eu à faire. Ici, sur le modèle 2 en bas, on voit un personnage là, on peut remplacer par un autre personnage qui serait en train de marcher, comme si le personnage même était dans la scène réelle. Pour la partie du compositing, je vais vous montrer cette vidéo pour qu'on puisse comprendre facilement ce que c'est que le compositing. Parce que le compositing, c'est de pouvoir, en français, c'est de composer. On a plusieurs éléments. On a l'image réelle, tout ça, et puis la 3D. On doit maintenant faire une composition pour former une vidéo où on a avec les effets spéciaux, tout. Donc, j'ai le VFX breakdown d'une vidéo qui est là qu'on va regarder tous ensemble. Donc ici, avec une scène pareille, on ne peut pas deviner que le camion ici est en 3D parce qu'il a une bonne lumière, colorimétrie pour pouvoir adapter aux bâtiments qui sont là. Ensuite, il y a le feu, il y a surtout la rotoscopie qu'il a fait pour pouvoir faire passer l'élément derrière. Parce que quand on voit au début, le camion est devant le monsieur. Et là, ce n'est pas réaliste, ça ne donne pas. Tu es obligé maintenant à la fin de pouvoir faire une rotoscopie pour que l'élément soit à l'arrière de notre personnage. Donc là, ça nous amène à pouvoir passer à l'étape de la rotoscopie. On avait mis là-haut roto. Roto qui veut dire rotoscopie. C'est un peu l'équivalent dans Photoshop. Le fait de détourer une image. En Photoshop, là, ça sera une seule image qu'on va détourer pour pouvoir remplacer le fond, ajouter ce qu'on veut dans le fond. Et là, ici, ça sera avec une vidéo. La roto, ça sera avec une vidéo. Image par image, on va faire la rotoscopie pour pouvoir éliminer tout ce qui est derrière. Donc, imaginons qu'on a une vidéo qui fait une seconde, 24 images par seconde. Si on a 24 images par seconde,
Pour une vidéo de peut-être 2 secondes, on aura déjà 48 images. Donc, on va détourer par image, par image, par image, jusqu'à 48 images. Avec Photoshop, on est sur l'image, on détourne une fois, après, quand c'est pas fait, on passe à autre chose. Donc, la rotoscopie, c'est l'équivalent de détourer une photo, changer l'arrière-plan comme on le fait dans Photoshop. Voici un exemple sur un projet sur lequel on a travaillé. Ici, on voit la boule d'énergie qui est à l'intérieur des mains de notre personnage ici. Ça, c'est grâce à la roto qu'on arrive à mettre la boule à l'intérieur de sa main. Parce que lors du tournage, la boule n'existait pas. Mais comment insérer la boule à l'intérieur de sa main? Donc, on est obligé de passer par la rotoscopie. Ici, en bleu, c'est le cadre de la rotoscopie. Là, on est à l'état de la rotoscopie. Et voici l'image sans la rotoscopie. Donc, imaginons qu'on regarde un film où on voit la boule, elle fait la main comme ça, mais la boule est devant. Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas dans ses mains. Donc, pour que la boule puisse être dans ses mains, il faut faire une rotoscopie. Et dans les VFX, il y a des personnes qui sont spécialisées en rotoscopie. Donc, VFX, chacun peut avoir une place parce que c'est vraiment varié. Tu peux ne pas avoir de compétences en dessin, mais tu peux être utile à faire d'autres choses. Parce que la rotoscopie, c'est une discipline dans les VFX. Il y a des personnes qui sont spécialisées, qui sont payées pour faire ça, faire la rotoscopie. On va détourer les différents personnages. Parce qu'avant d'envoyer l'image même à celui qui va faire le compositing, ici, on a fait une compositing. On a la vidéo de notre personnage qui est là. Ensuite, on a la boule d'énergie. Lorsqu'on ajoute la boule d'énergie dans les mains de notre personnage, automatiquement, on a fait notre compositing. Et pour faciliter le travail à celui qui va faire le compositing, il faudrait passer par un artiste de rotoscopie qui va faire la roto, ensuite envoyer la vidéo ou bien le fichier à celui qui a fait le compositing. Comme ça, il n'aura pas à reprendre le travail en allant faire la rotoscopie image par image. Bon, le fond vert. Le fond vert, comme on a l'habitude de voir dans les films, lorsqu'on regarde les breakdowns des films, le fond vert est utilisé. Aussi, on a les écrans, comme l'autre le disait. Monsieur le formateur, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? OK. Ok, moi, ça reste tout quoi cool. Bon, ça fait plus d'1 heure, ma main les vues, je dirais presque fatigué. Ouais, je regarde pas même, désolé. Ok, ça marche. Bon, moi, je voulais revenir un peu plus en arrière, concernant le test Turing que vous avez énuméré. D'accord. Là, après votre rendu, je voulais juste savoir, le texture qui se retrouvait, la texture qui se retrouvait, comment on appelle, dans l'enceinte que vous avez fait pour Majestic. D'accord. Est-ce que c'est une image téléchargée que vous avez insérée dans la modélisation, ensuite vous avez travaillé le reste dans Photoshop? Merci. OK. Monsieur le formateur. D'accord, merci pour votre question. Ici, l'image, c'est le logo de Majestic. C'est une image téléchargée parce que on n'a pas recréé. Ça existe déjà. On veut faire l'enseigne de Majestic. Majestic a son logo. Donc, on a utilisé l'image de Majestic qu'on a insérée notre modélisation ici avant de faire notre lighting pour trouver la bonne lumière qu'on veut avant de faire le rendu. Donc, l'image ici, c'est inséré. Si quelqu'un veut modéliser, disons, une canette de coca, après la modélisation de la canette, la forme, tout, pour l'étiquette, tu n'auras pas besoin de forcément aller sur Photoshop ou bien sur Illustrator pour pouvoir recréer les textes, tout, pour venir ensuite faire le texturing. Tu peux déjà chercher sur Google une image avec le logo de Coca-Cola que tu vas utiliser maintenant pour faire ton étiquette qui va servir de texturing sur ton modèle. Est-ce que c'est bon pour la question? Oui, oui, ça va, monsieur le formateur. Oui, ça va. Donc, pour le fond vert,
au cinéma, c'est une technique courante, surtout dans le domaine des effets visuels. Pour les autres questions, Monsieur Moussa, Oui, pour les autres questions, on va demander aux participants d'écrire dans le chat. Comme ça, de temps en temps, vous allez jeter un coup d'œil pour répondre, au lieu de vous interrompre à chaque moment comme ça. ok, d'accord. Là même, j'ai déjà une question. Il y a une question même en attente dans le chat qui demande est-ce que la rétroscopie se fait avec la programmation Python? D'accord, je vois, je vais répondre en même temps. Diara, la rotoscopie ne se fait pas avec la programmation Python. La rotoscopie, c'est pour des personnes qui ont déjà utilisé Photoshop, qui connaissent l'outil Plume. En Photoshop, on a l'outil Plume. Ou bien Illustrator. Il permet de détourer. On a une image, on veut changer le fond. Donc, on utilise l'outil Plume pour pouvoir garder la partie qu'on veut. On va retracer les différentes parties pour pouvoir trouver, pouvoir garder ce qu'on veut, nous, euh, pour la suite de notre projet. La rotoscopie, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance en programmation, en Python ou bien en design ou bien en dessin. Tout le monde peut apprendre à faire de la rotoscopie. Surtout, il faut avoir pour qualité la patience. Parce que pour une scène de peut-être 5 secondes, en fonction de la complexité de la scène, tu pourras passer des heures et des heures en train de faire la rotoscopie. Peut-être qu'après, je vais voir si je peux ouvrir mon logiciel et puis partager l'écran, vous montrer un peu comment ça se passe avec la rotoscopie. On va essayer d'avancer pour voir si, dans le temps, on va ouvrir le logiciel pour que vous puissiez voir c'est vraiment quoi la rotoscopie. Pour les personnes qui touchent à Photoshop, ils peuvent comprendre facilement parce que c'est un détourage qu'on fait. Mais là, c'est en vidéo. Donc, pas besoin d'avoir une connaissance en programmation. Tout le monde peut apprendre à faire la rotoscopie. Tout le monde. Revenons à notre fond vert. Comme je disais, le fond vert au cinéma, c'est une technique courante, surtout dans le domaine des effets visuels. La méthode du fond vert consiste à filmer des acteurs devant un fond vert bien sûr uniforme, puis remplacer ce fond par des images ou des vidéos différentes. C'est lors de la post-production qu'on va venir remplacer notre fond vert. Pour tout ce qui est avantage, le fond vert ici va nous permettre une flexibilité. C'est-à-dire, l'utilisation du fond vert offre une flexibilité créative considérable. Les cinéastes peuvent placer les acteurs dans n'importe quel environnement, qu'il s'agisse du lieu réel difficile à atteindre. Parce que pour un film, si on doit aller faire peut-être sur une montagne dangereuse, on ne va pas prendre le risque de prendre des acteurs, de déplacer la logistique pour aller se mettre au sommet d'une montagne là-bas pour faire le tournage. Donc, avec le fond vert, on reste dans le studio pour pouvoir faire le tournage et ensuite remplacer. Donc, ça nous offre vraiment une flexibilité. Ça nous donne, comment on va dire, ça nous permet de ne pas être limité dans notre créativité. Aussi, au niveau du monde fantastique ou même d'un décor entièrement numérique. Ça permet aussi d'explorer des concepts visuels qui seraient autrement impossibles à réaliser sur les différents plateaux. Ça donne aussi un contrôle total sur l'environnement. Lorsqu'on tourne un film avec un fond vert, on a le contrôle sur tout ce qui est environnement dans cette scène. L'équipe de production a un contrôle total sur l'environnement dans lequel se déroule la scène. Ils ont la possibilité de régler la météo, la lumière, d'autres conditions. Ils peuvent changer si c'est un temps, si c'est l'été, l'hiver. Ils ont une flexibilité pour pouvoir tout changer. Ils peuvent contrôler la scène, même si après il y a des erreurs remarquées, ils ont encore la chance de pouvoir rattraper. Ça réduit également le coût et surtout les contraintes logistiques. Aussi, ça te donne une consistance visuelle. L'utilisation du fond vert garantit une consistance visuelle dans les scènes. En particulier,
lorsqu'il est nécessaire d'intégrer des éléments numériques ou des décors créés en post-production, ça aide à maintenir une apparence homogène tout au long du film. Aussi, on a des corrections et ajustements qu'on pourra faire après avoir filmé sur fond vert, que le réalisateur aura il aura la liberté d'ajuster tout ce qu'il veut à la post-production, tel que les couleurs, les lumières, les détails visuels, pour assurer les éléments numériques pour qu'ils puissent s'intégrer harmonieusement dans la scène. Donc, en résumé, l'utilisation du fond vert au cinéma offre une puissante, je ne sais pas comment il va dire, boîte à outils pour les cinéastes et les artistes VFX surtout. Ça leur permet de repousser les limites de la créativité et d'obtenir des résultats visuels vraiment impressionnants, soit même impossible à réaliser autrefois. L'importance des VFX dans le cinéma. Comme le fond vert, les VFX donnent une possibilité illimitée. Ensuite, la réduction du budget et le temps. On n'aura pas besoin de tourner au Sénégal, repartir au Canada, revenir aux États-Unis, tout ça, pour pouvoir raconter notre film. Avec les VFX, on peut aller n'importe où, tout en restant dans un même lieu. Les VFX ont la possibilité de faire ça. Donc, pour un film qui aurait pu peut-être coûter 500 millions d'euros, parce qu'on doit faire voyager 50 personnes de l'équipe technique, 100 acteurs, là, avec les VFX, on va rester dans un même lieu avec nos fonds verts et tout, ou bien notre écran virtuel, et puis remplacer à la post-production avec tout ce qu'on veut. Donc, réduction des budgets et des temps. Il y a aussi la sécurité. La sécurité, pourquoi? Il y a des scènes, par exemple, des cascades compliquées à faire. Au lieu de prendre le risque d'amener l'acteur à faire des cascades sur des immeubles, il peut peut-être avoir un accident. Donc, pour éviter ça, avec les VFX, au studio, ils sautent peut-être à 50 cm ou bien à 1 mètre. Ensuite, à la post-production, on va le mettre au sommet d'une montagne et puis ça passe. Là, on ne prend pas de risques. Donc, il y a la sécurité, la flexibilité, comme on l'a dit au départ avec le fond vert. Et le VFX permet de mixer la 2D, 3D et la live action. La live action, c'est ce qu'on filme. C'est qu'on filme naturellement. On prend la caméra, on filme sans effets spéciaux. Ce qu'on voit, ça, c'est la live action. La 2D, 3D, c'est les images créées à partir d'un ordinateur qu'on va ajouter pour pouvoir créer un décor où on a la réalité et puis on a la 2D ou bien la 3D. Avant de continuer, je vais revenir. Je crois qu'il y a des questions. Emma Bationo. J'aimerais savoir si le fond bleu est aussi utilisé et pourquoi. Une très bonne question. Vous allez voir que dans certains films, dans la réalisation, il y a des fonds verts. Vous allez aussi voir des fonds bleus. Ce sont les deux couleurs qui sont utilisées. Donc, pourquoi le choix du vert et pourquoi le choix du bleu? Le fond bleu et le fond vert, ces deux couleurs peuvent facilement être retirées. Aussi, c'est des couleurs qu'on ne retrouve pas sur la peau humaine. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui a du vert sur sa peau ou bien qui a une couleur qui ressemble au bleu ou bien au vert. Par contre, si on utilise peut-être du marron ou du blanc, il y a la lumière, la réaction de la lumière. Donc, on utilise le vert et le bleu parce que c'est carrément différent de la peau de l'homme. Ça ne reflète aucune lumière. Parce que le logiciel, lors de la transposition, pour pouvoir enlever le fond vert, lui, il a la faculté de reconnaître le vert. Donc, quand tu lui demandes de retirer le vert, il te retire seulement que le vert. Et si jamais il y a le vert peut-être sur le visage de l'acteur, ça sera retiré. Donc, on utilise le vert parce que c'est une couleur comment dire, qui est principalement basée sur des considérations techniques et pratiques. Bien que le rouge
par exemple, ça peut être utilisé dans certaines situations. On peut avoir le fond rouge. Mais le vert et le bleu sont plus couramment préférés pour plusieurs raisons. On va essayer d'en citer quelques raisons. Déjà, on a contraste avec la plupart des couleurs de la peau. Le vert et le bleu sont des couleurs qui contrastent également bien avec la plupart des couleurs de la peau humaine et cela facilite le processus de détourage lors de la séparation dans le logiciel. Aussi, c'est des couleurs qui sont éloignées des couleurs naturelles, le ton de la peau, parce que le ton de la peau même, ça contient des nuances de rouge. Donc, si tu utilises un fond rouge, alors que la peau de l'homme contient des nuances rouges, tu vas voir que ça va retirer la peau. Pourtant, toi, tu voulais juste retirer le décor. Aussi, il y a la compatibilité avec les vêtements. Si dans la scène, ton personnage doit porter du vert, là, tu vas utiliser le fond bleu. Si dans ta scène, il y a du bleu qui doit rester, là, tu vas utiliser maintenant le fond vert. On peut utiliser le fond vert ou le fond bleu. Tout va dépendre de ce qu'on veut retirer. Si ton personnage doit porter une montre couleur verte, là, tu seras obligé d'utiliser un fond bleu. Sinon, si tu utilises un fond vert, le logiciel va retirer ton fond vert et aussi retirer la montre sur le poignet de ton acteur. Donc, pour éviter ça, on utilise un fond bleu à la place du fond vert parce qu'on a déjà un fond vert sur notre personnage qu'on ne veut pas retirer. C'est pareil avec aussi le fond bleu. Donc, c'est un peu pourquoi on utilise le fond bleu ou le fond vert. C'est les deux couleurs qui sont généralement utilisées au cinéma. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un utilise un fond rouge, qu'il ne pourra pas retirer. Il pourra retirer, mais il aura des imperfections parce qu'il y a des nuances de rouge qui sont sur la peau de l'homme. Donc ça, c'était pour la question de Emma Bationo. Ensuite, il y a Diara. Le fond vert peut-il nous permettre de passer en 3D? Oui, bien sûr. Bien sûr, avec le fond vert, on peut utiliser notre personnage pour le mettre dans un environnement 3D avec des dinosaures, avec des bâtiments 3D. C'est exactement la raison pour laquelle on utilise le fond vert. Avec le fond vert, on pourra retirer notre personnage et l'amener où on veut. On peut le mettre dans n'importe quel décor, dans n'importe quel environnement, que ce soit dans un environnement de dessin animé 2D avec Tom et Jerry, peu importe, on peut passer de la live action et repartir dans la 2D. Ensuite, il y a les dérivés de ces couleurs comme par bleu marine, vert amande, etc. obtient à ses préoccupations, obéit à ses préoccupations. Oui, ça peut obéir, mais tu n'auras pas le même résultat. En fonction aussi de ton vert, il y a l'éclairage qui est là. Parce qu'il faut maîtriser l'éclairage. Si on a fait l'éclairage qui n'est pas homogène, tu verras que lors du retrait du fond vert, on va avoir des imperfections. Mais il y a des fonds verts qu'on vend généralement, même ici, quand on va dans les magasins où on achète, c'est des tissus. Quand tu dis tissu fond vert cinéma, ils connaissent le type de verre qu'il faut. Mais souvent, ça peut être vert foncé, vert clair. En fonction de ton verre, que tu vas paramétrer ta scène ou bien ta lumière pour que ton logiciel puisse facilement te permettre de pouvoir retirer le fond vert. Ici, on a les domaines d'application des VFX. On a parlé de cinéma, mais ce n'est pas qu'au cinéma qu'on peut voir les VFX. On peut trouver les VFX un peu partout. Ici, dans mon image d'illustration, j'ai mis des comprimés pour dire que les VFX peuvent être utilisés partout. Tout va dépendre de celui qui utilise et de comment est-ce que on veut utiliser les effets spéciaux qu'on a. Dans la médecine, on peut utiliser les effets spéciaux pour faire des simulations de prothèses, le corps humain. Tout ça, c'est des modèles 3D. On modélise en 3D. Ensuite, avec le scanner, ça nous permet de pouvoir voir en temps réel en 3D tout ce qui se passe. Ça, c'est des choses qu'on voit
mais ce sont des VFX, c'est des effets spéciaux visuels qui sont utilisés dans la médecine. Donc, un artiste VFX peut également travailler dans le domaine de la médecine. Donc, s'il y a des personnes ici qui sont passionnés de médecine ou qui font la faculté de médecine, ils pourront également prendre les effets spéciaux qui va pouvoir les aider à pouvoir lier les deux, la médecine et puis les effets spéciaux visuels. Dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui, dans certaines écoles, on peut trouver des salles avec des simulateurs. On n'a pas besoin forcément d'aller peut-être dans une usine de fabrication pour voir comment est-ce que les machines fonctionnent, tout ça, pour des personnes qui font peut-être de la mécanique. Il peut y avoir une salle équipée avec des effets spéciaux. On va modéliser et on va animer comment est-ce que les différents objets peuvent fonctionner entre eux. Donc, dans l'éducation, les VFX peuvent intervenir pour pouvoir faire des simulations sans toutefois aller forcément sur le lieu pour pouvoir voir. Dans le domaine de la télévision, il y a les fonds verts qu'on voit. On utilise les fonds verts dans la télévision, même les écrans virtuels. Tout ça, ce sont des VFX. Architecture, pour pouvoir faire des plans, des designs, tout ça, c'est des VFX. Jeux vidéo pour le décor, les caractères, tout ce qui sera design, graphique, ça, c'est des VFX. C'est des artistes VFX qui le font avec des programmeurs. Dans le domaine de la publicité, on a aussi les VFX dans la publicité. Et heureusement, même en Côte d'Ivoire ici, ça commence à prendre. Il y a pas mal de publicités qui ont commencé à inclure des VFX. On se souvient tous de la publicité légendaire d'Hollywood, Chingom, ou la Statue de la Liberté qui saute, plonge dans l'eau. Ça, c'est des VFX. Moi pour la petite histoire, quand j'étais petit, peut-être, bon, comme tout le monde, j'arrivais pas à comprendre. Je me demandais, mais comment est-ce qu'ils arrivaient à faire ça? Statue de la Liberté qui bouge, qui tombe, qui saute. J'arrivais pas, je me demandais est-ce que ça bougeait ou bien c'est lorsqu'ils ont construit la statue, peut-être que c'était quelque chose de mobile qui pouvait bouger, tout ça. Je ne pouvais pas imaginer que c'était de la 3D. Je ne pouvais pas imaginer que ça a été modélisé, ensuite animé pour acheter dans une scène réelle. Domaine du cinéma, ça, on l'a déjà dit. Dans le concert, maintenant, dans le concert, même, il y a des écrans virtuels qu'on voit qui sont animés avec des effets spéciaux. Il y a l'artiste Didi B même qui l'a fait récemment lors de son concert au parc d'exposition. Donc, ça intervient dans les clips vidéo également. Même dans son clip vidéo de Shogun, on a vu une scène où il s'envolait, c'était avec un fond vert. Pour pouvoir regarder cette scène, ils ont ajouté des câbles sur lui pour pouvoir le suspendre. Ensuite, un fond vert derrière. Il est juste arrêté là, suspendu avec des câbles. Il fait juste quelques mouvements. Le fond vert derrière et à la post-production, on le retire, on ajoute dans une autre scène filmée et puis ça donne l'impression qu'il est en train de s'envoler. La réalité virtuelle, pour les cas de réalité virtuelle, c'est tout ce qui est comme environnement, paysage, c'est les artistes VFX qui le font. On a parlé de rotoscopie, de modélisation, texturing, tout ça. Oui. Nous avons 4 questions dans le chat. Si vous pouvez jeter un coup d'œil rapidement. Regarde. C'est à partir de M. Diarra. Il y a Diarra. Quel est le lien entre VFX et électronique? Le lien, je ne pense pas qu'il peut avoir un fort lien. Moi, j'ai fait l'électronique, mais le lien, ça peut être peut-être dans la programmation. Parce qu'en électronique, on faisait de la programmation des cartes. Donc, j'utilisais déjà un ordinateur. J'avais déjà une idée de comment manipuler un ordinateur. Donc, ça m'a permis de pouvoir assimiler d'autres choses facilement. Mais l'électronique et les VFX, ça peut avoir de rapport, surtout pour les SFX.
Parce que pour les SFX, il y a souvent une technique même qu'on met en place. Il arrive parfois qu'on crée des explosions même sur la scène. Je vais partager une vidéo après. Avant, pour pouvoir réaliser une explosion, ce n'était pas dans le logiciel. Sur le plateau de tournage, on appelait ça la technique la pyrotechnique pour pouvoir créer une explosion. Et ça, c'est de l'électronique. Ceux qui le faisaient, c'était les électroniciens qui maîtrisaient pour pouvoir créer. Il arrive même parfois de pouvoir, même les écrans LED, tout ça, c'est de l'électronique. Avec les SFX, je pense qu'il y a un fort lien. Mais pour les VFX qui concernent la post-production, on peut ne pas avoir des notions en électronique et puis être un bon artiste VFX. Mais pour certains domaines de SFX, il faudrait être électronicien. Ou bien voir peut-être un électronicien qui va venir, on lui dit, bon, voici ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire. Même les cascades ou bien tout ça, c'est calculé. Donc, avec les SFX, il y a un fort lien. Mais pour les VFX, on n'a pas vraiment besoin. Ensuite, il y a Katakra Ariel. Quels sont les logiciels? C'est le prochain, là on arrive. Les VFX et la programmation. Tiara. Oui, il y a un lien programmation et VFX. Dans l'animation, il y a la programmation. Et je crois que c'est le Python. Pour ceux qui seront passionnés, qui vont vouloir se spécialiser demain dans le domaine de la simulation de pluie, comment faire tomber un bâtiment, comment créer, comment on va dire, inondation, c'est de la programmation. Il est possible de le faire avec des notes sans faire la programmation, mais il y a des résultats pour atteindre, on sera obligé de programmer. Donc, il y a un lien entre la programmation et puis les VFX. Mais ça n'empêche pas qu'on soit un bon artiste VFX sans la programmation. Parce qu'il y a des projets où on aura besoin de mettre de la programmation, des projets où on n'aura pas besoin. Et on peut avoir nous deux, le même projet sur lequel on va travailler, on va avoir le même résultat. Toi, tu peux passer par la programmation, moi non, mais mon projet va marcher, toi également, ton projet va marcher. Donc, pour ceux qui font de la programmation, ça peut être un plus pour eux pour aller très vite. OK. Donc là, on demande logiciel. On va arriver sur le logiciel utilisé. Déjà, avant d'arriver sur le logiciel utilisé, il faut déjà savoir l'outil. Malheureusement, il s'impose à nous. Il nous faut un ordinateur quand même un peu puissant pour pouvoir vraiment pratiquer les VFX. Pour certains petits projets, ça peut marcher. Mais si on veut aller un peu plus loin avec des simulations d'eau, tout ça, ça demande beaucoup de ressources. Ça demande une bonne carte graphique. Ça demande une bonne RAM, disque dur, tout ça. Donc, il faudra avoir vraiment un outil un peu puissant avant de se lancer. Mais quelqu'un qui a peut-être son petit ordinateur, il peut déjà commencer à faire des petites modélisations. Tu peux t'entraîner. Mais si tu veux faire de grands projets qui vont demander plus de ressources, tu seras obligé d'avoir un ordinateur un peu plus puissant. Donc, ce qui concerne les logiciels, ici, ces trois logiciels-là, Maya de Autodesk, on a Houdini, ensuite Nuke. C'est les trois logiciels qui sont généralement utilisés dans les industries des effets spéciaux, du cinéma. Je ne dis pas que c'est le seul logiciel pour faire des VFX, mais c'est les plus utilisés pour quelqu'un qui veut peut-être évoluer. Si tu veux faire des effets spéciaux personnels pour tes projets d'ici, il n'y a pas de problème, tu peux utiliser n'importe quel logiciel. Mais quelqu'un qui vise l'international, qui veut peut-être collaborer avec un studio au Canada ou bien aux États-Unis, il est obligé de pouvoir connaître ces logiciels qui sont là. Parce que c'est les logiciels qui sont les plus utilisés dans le domaine des VFX. Maya pour la modélisation, l'animation, texturing,
Mais on peut également faire des testing avec d'autres logiciels. Il y a Houdini. Houdini, c'est le logiciel par excellence pour faire tout ce qui est simulation. Il peut décider de modéliser le pont à dos qui est là, ensuite le détruit. Comme si il y a eu une explosion et puis le pont tombait. On voit des brebis même qui tombent, le pont en train de s'exploser là avec Houdini. J'avais même essayé ce projet, j'ai modélisé le pont. C'est la modélisation qui est là ici dans l'écran. J'ai fait capture d'écran pour l'insérer. J'avais essayé de modéliser, ensuite briser, faire tomber le pont, mais après, il abandonne le projet pour ne pas créer des polémiques. Donc, on a ces trois logiciels les plus utilisés dans le domaine des VFX. Après ça, on a Blender. Blender, c'est le logiciel le plus connu ici. Tous ceux qui font de la 3D, c'est Blender pour la majorité. C'est un logiciel gratuit. Tout le monde peut utiliser. Pour les personnes qui veulent débuter maintenant en 3D, Maya ou Houdini Nuke, c'est payant. Blender, il est entièrement gratuit. Et il ne demande pas assez de ressources. Sauf si tu veux faire un autre projet, après, tu auras besoin d'assez de ressources. Mais Blender, c'est le logiciel gratuit, ouvert à tous. Je pense même que c'est facile à manipuler par rapport aux autres logiciels. Donc, ceux qui veulent débuter, mais ils peuvent déjà essayer d'installer Blender pour pouvoir s'exercer, avoir des bases en 3D, même l'animation, même le FX, tout ça, on peut le faire dans Blender. Ensuite, on a Cinema 4D aussi pour la modélisation, l'animation. Il y a Unreal Engine qui est le logiciel de Epic. Il est aussi très puissant en matière de jeux. La plupart des jeux que vous voyez, ça a été conçu avec Unreal Engine. Après ça, on a les logiciels de la suite Adobe. Comme je l'ai dit, les VFX, c'est un domaine qui est très varié. Tout le monde a sa place. Tu peux ne pas être un bon artiste 3D, tu peux ne pas être un bon dessinateur, mais tu peux avoir ta place. Parce que dans les VFX, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ici, on a Photoshop. On peut utiliser Photoshop pour pouvoir faire la texturing. Si, par exemple, je prends l'enseigne de Majestic, je veux insérer, mais je veux d'autres couleurs, bien, je veux d'autres designs, je viens dans Photoshop, je modifie. Et on peut même passer de Maya à Photoshop. En fait, tu peux faire ton modèle et ensuite de Maya, tu passes à Photoshop pour faire ton design et l'appliquer directement sur ton modèle. Il y a Adobe Illustrator également. Si je décide de modéliser une canette, mais moi, je ne veux pas l'étiquette de Coca-Cola qui existe, je vais créer mon étiquette. Je vais sur Illustrator, je fais mon modèle, je suis un bon designer, je viens, j'ajoute sur mon modèle. Donc, dans l'industrie même du cinéma, des studios, tu peux ne même pas maîtriser Maya, tout ça, mais on peut te confier peut-être une tâche qui va demander Illustrator ou bien Photoshop. Il y a After Effects qui est aussi utilisé pour faire le compositing. Tout ce qui est compositing, ajouter du feu, de la pluie. Le projet de la pluie, j'ai montré ça avec After Effects. On peut faire plein de projets avec ça. Premiere Pro pour faire les différents montages. Pour le pré-montage ou le montage final, généralement, c'est avec Premiere Pro. Donc, ces logiciels qui sont là, il y a des payants, c'est Blender et Unreal Engine qui sont libres, vous pouvez les télécharger. Mais pour la suite Adobe, bon, ici, je sais que généralement, ici, on ne paye pas les logiciels. Les gens ont vraiment des méthodes, des techniques pour pouvoir les craquer. Donc, avec Maya ou Houdini Nuke, j'apprends pour pouvoir trouver de l'emploi à l'international, pour pouvoir travailler sur le plan sur le, comment on va dire, sur le plan international. Là, c'est Maya Houdini qui doit maîtriser. Maintenant, avec Blender, on peut tout ce que Maya fait, on peut le faire avec Blender. Il y a des artistes qui modélisent, qui font des animations super parfaites, qui le font mieux même que certains jardins de Maya. Mais l'industrie a ses noms. Eux, là-bas, ils utilisent Maya ou Houdini Nuke. On ne dit pas que c'est mieux que Blender ou bien Blender est mieux que ce logiciel. Tout dépend de l'artiste. C'est l'artiste qui va faire ressortir le travail, qui sera bon ou pas, mais pas le logiciel. Des questions?
Par rapport au logiciel, c'est partie de logiciel. Ok, lui, iPhone, c'est pas ce qui. Par rapport au logiciel, n'existe-t-il pas des logiciels en ligne pour les VFX? Logiciel en ligne. Déjà, tu peux télécharger la suite Adobe. C'est payant, mais il y a un moyen pour pouvoir les craquer. Il y a Blender qui est libre. On peut télécharger Blender qui est libre pour pouvoir commencer la modélisation 3D, commencer l'animation. Tout ça, c'est des VFX. Donc, des logiciels en ligne gratuits, Blender ou Unreal Engine. Avec Unreal Engine, tu auras besoin d'avoir vraiment un peu de ressources sur ton ordinateur. Bonjour tout le monde. Blender peut être utilisé. Oui, bien sûr. Bien sûr, Blender peut être utilisé pour faire des super projets. Euh, Nous, on a participé à un projet de cinéma. C'est un projet international et on avait des mentors. Et parmi les mentors, c'est des personnes qui sont connues à l'international, des personnes qui sont renommées dans le domaine des VFX. Et il y avait un de nos mentors qui utilise que Blender. Et ses résultats sont vraiment incroyables, c'est impressionnant. Elle fait des choses vraiment impressionnantes avec Blender. Elle est un peu dans sa logique. C'est vrai que les studios, c'est Maya ou Disney, mais elle, c'est Blender. Mais elle est capable de te ressortir tout ce qu'ils peuvent demander. On peut passer de Houdini Diara, on peut passer de Houdini à Adobe. Non, pas passer de Houdini à Adobe. Pense pas. Parce que c'est deux logiciels carrément vraiment différents. Tu pourras peut-être modéliser. Il y a des exportations qu'on fait. Si tu ne peux pas passer d'un logiciel à un autre, mais le logiciel peut te dire, pour pouvoir m'utiliser, il faudrait que ton fichier soit en tel format. Donc, si dans Houdini, tu peux utiliser un fichier PNG, dans ce cas, dans Adobe, quand tu fais ton rendu, tu le fais en PNG pour pouvoir utiliser ça dans Houdini. Si Houdini te demande un JPEG, avant d'exporter ton projet, tu le mets en JPEG avant de l'envoyer dans Houdini. Donc, il faudrait respecter le format, l'extension pour pouvoir passer d'un logiciel à un autre. Cinéma 4D est-il gratuit? C'est pas gratuit. J'ai un code i5, puis-je utiliser Unreal Engine? Oui, je pense que c'est possible. Mais il faudrait être beaucoup patient. Pour un début, pour voir l'interface, les petits projets, ça peut marcher. Parce que moi, j'ai utilisé un Core i5 avant pour travailler sur certains projets. C'est vrai que j'ai galéré pas mal parce que le temps des rendus, ça prenait beaucoup de temps. Souvent, il y a les crashs d'ordinateur, ça bug, tout. Mais c'est possible. Donc, il faudrait être patient, tout simplement. Mais c'est possible de pouvoir travailler avec un Core i5. Surtout, il faudrait avoir une bonne RAM pour ton Core i5 et surtout beaucoup d'espace. Parce que demande beaucoup d'espace. Donc, bon, après qu'on sait tout ça, on sait qu'il y a, comment on appelle, il y a le lighting, il y a la texturing, tout c'est à côté de tout ça. Il y a maintenant, comment est-ce qu'on doit arriver à là? À quoi commencer? Excusez. Donc, il faudrait déjà savoir par où commencer, par quoi commencer, quelle formation ou bien quel diplôme. Ce qui concerne le diplôme, il y a, il existe des écoles de VFX à l'extérieur où on fait une année scolaire, 2 années pour avoir un diplôme. Mais pour pouvoir avoir un emploi, on n'a pas besoin forcément de diplôme en effets spéciaux ou bien en cinéma, peu importe nos domaines. Que vous soyez diplômé ou pas, dans le domaine du
du cinéma, des effets spéciaux, on regarde plus la compétence. On veut plus voir ton portfolio, ton CV. Qu'est-ce que tu sais faire? On n'a pas besoin de ton bac plus 4 ou bien ton bac plus 5. Donc, pour quelqu'un qui n'a même pas le, le bac ou bien le BPC, mais qui sait lire écrit, il peut devenir artiste VFX et travailler sur des gros projets de Marvel ou bien DC. C'est possible. On n'a pas besoin de diplôme parce que c'est un domaine pratique. Il faudrait maîtriser et puis pouvoir se faire une place dans le domaine. En ce qui concerne les compétences, je l'ai déjà dit, mais je reviens dessus encore. Il y a plusieurs compétences. Moi, je peux ne pas être bon en dessin. Je peux ne pas être bon en graphic design. Je peux ne pas être bon en programmation. Mais je peux avoir un rôle dans le domaine des effets spéciaux. Mais dans un début, la difficulté, c'est que il faudrait être généraliste. Il faudrait toucher un peu de tout. Je ne dis pas que de se disperser, c'est-à-dire, tu ne vas pas te mettre à bosser la auto, 1 heure après, tu fermes, tu fais ça, tu fais ça. Mais il faudra connaître un peu de tout. Parce que dans les studios, c'est après des années que on se spécialise. Moi, par exemple, je suis généraliste. Pour un projet, je peux moi-même déjà faire la modélisation. Alors que dans les grands studios, il y a quelqu'un qui fait la modélisation, qui envoie à l'autre, qui va faire le rigging, qui envoie à l'autre, qui va faire texturing, qui envoie à l'autre, qui va faire l'animation, l'autre même qui va faire lighting, l'autre qui va faire le rendu. Mais moi, dans mon cadre, dans le cadre d'un apprenti VFX, je fais tout. C'est moi-même qui modélise l'animation, lighting, rendu, texturing. Quand j'ai fini tout ça, je vais aller encore pour faire compositing, le matte moving, faire mon tracking, tout, absolument tout. Mais c'est après des années d'expérience, on voit dans quel domaine on se sent à l'aise, dans quel domaine on est plus à l'aise pour pouvoir se spécialiser. Dans un premier temps, je vous encourage vraiment à être généraliste, à avoir une idée de tout. Maintenant, concernant la formation, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Il y a YouTube, il y a tout sur YouTube. Tout ce qu'on a dit, on peut trouver tout sur YouTube. On installe le logiciel. Si on veut apprendre à modéliser, sur YouTube, on pourra apprendre la formation. Aussi, ici, ici, moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer au programme de formation de AfroVFX. AfroVFX, c'est un programme de formation en effets spéciaux. C'est un programme de formation libre, un programme de Orange Côte d'Ivoire qui nous forme au métier de VFX avec des formateurs qui sont à l'extérieur, d'autres au Canada, aux États-Unis, qui travaillent déjà dans les studios comme Rodeo, Framestore, ILM. C'est les studios que je cite, c'est les studios qui ont travaillé, qui travaillent sur des projets comme Black Panther, comme Thor, Avengers, Aquaman, tous les grands films que vous connaissez, c'est les projets sur lesquels ces studios-là travaillent. Donc, on a eu la chance de pouvoir participer au programme. Vous aussi, vous pourrez rejoindre Afro VFX pour avoir la chance de pouvoir apprendre tout en étant ici. Parce que je ne connais pas vraiment d'école qui fait de la pratique. Il y a des écoles comme ESMA et ISTC qui forment en 3D, 2D, animation, mais en matière de pratique avancée concernant le domaine des effets spéciaux, il n'y en a pas vraiment ici. Sauf à l'extérieur. Il y a des cours en ligne également, mais c'est vraiment coûteux. Mais avec Afro VFX,
Il y a récemment qu'on avait lancé même l'appel à candidature pour la cohorte 2. Nous, on fait partie de la cohorte, la première cohorte. La cohorte 2 qui commence en janvier. Donc, les 20 personnes qui seront retenues pourront bénéficier d'une formation 100% prise en charge pendant 4 mois. Tout ce qui est effets spéciaux. Donc, vous êtes libre de fouiller YouTube partout, avoir des mentors, des personnes qui sont dans le domaine et surtout le réseautage. Si quelqu'un qui est passionné de VFX, te promets sur Facebook ou bien Instagram, tu vois l'artiste VFX, tu t'abonnes dans sa page, vois ce qu'il fait, peut-être écrire, demander comment il fait tout ça. Demain, quand tu auras tes petits projets aussi à balancer, il pourra voir, t'aider, te coacher, tout ça. Donc, il y a le réseautage, se mettre dans le monde et être beaucoup curieux. Beaucoup curieux. Il y a tout sur YouTube. Donc, n'ayez pas peur. Surtout, il faut aimer l'anglais. Quelqu'un qui n'aime pas anglais, ça sera difficile pour lui de s'en sortir. C'est demain. Au moins une petite base. Parce que les logiciels, généralement, en anglais, les vrais tutos, les bons tutoriels sont en anglais également. Si tu veux bénéficier de bons tutoriels dans ce domaine, il faudrait quand même avoir une petite base en anglais. Il y a des thèmes techniques qui n'existent même pas en français. Tu vas avoir des thèmes, si tu n'as aucune connaissance d'anglais, ça ne sera pas vraiment facile. Parce que tout à l'heure, même dans la présentation, on voyait des thèmes comme rotoscoping, texturing. Donc, il faudrait se familiariser avec l'anglais pour pouvoir vraiment exceller dans ce domaine. On va voir les questions. Quels sont les fondamentaux de référence? Kwasi, avoir lui. Kwasi, bonsoir, cher responsable. Il faut au moins combien de RAM, s'il vous plaît? Au minimum, avec 8 gigas de RAM, je pense que ça peut aller. Même avec 4, tu pourras commencer, mais ça sera limité par rapport à certains projets. Si tu veux peut-être modéliser des petits objets simples, peut-être une tasse, tout ça, tu apprends comme ça peut marcher. Mais pour quelqu'un qui voudra peut-être aller un peu plus loin, il va te falloir une machine puissante. Plus ton projet est grand, plus son ordinateur doit être robuste. C'est un peu ça, les conditions. Quels sont les fondamentaux à maîtriser en VFX, Katakra? Déjà, les leçons qu'on a données, si vous êtes designer ou bien monteur vidéo, c'est déjà des bases. Maintenant, quand vous allez commencer les VFX, déjà, vous allez commencer par soit la 3D ou bien le compositing ou bien la simulation. Pour ça, il faudrait avoir une petite maîtrise, une connaissance même de l'ordinateur. Quelqu'un qui n'a jamais touché un ordinateur, ça ne sera pas facile. Mais quelqu'un qui déjà il touche aux ordinateurs, tu vas voir qu'il y a des options qui se ressemblent, il y a des outils qui se ressemblent. Donc, tu pourras facilement te familiariser avec les différentes techniques. Diara, quels sont les domaines à maîtriser pour pouvoir passer en VFX? Il y a plusieurs domaines. Design, programmation, plusieurs. En fonction du projet, vous-même, vous allez apprendre à pouvoir acquérir certaines compétences. Sinon, que ce soit en design, que ce soit en animation, tout ça, ça peut vous permettre de pouvoir intégrer le domaine des VFX. Donc, c'est très varié. Il faudra avoir déjà une petite connaissance, maîtriser l'outil informatique. Moi, c'est le minimum. Parce que notre première cohorte, parmi nous, il y a des personnes qui n'avaient aucune connaissance en 3D, qui n'avaient jamais utilisé un logiciel en 3D auparavant. Mais à l'issue de la formation, qui arrivait à produire déjà des scènes, qui arrivaient à faire de la modélisation, à faire des animations, des explosions, tout ça, mais ils n'avaient aucune notion de la 3D avant. Mais c'est des personnes qui savent déjà manipuler une souris, un ordinateur. Donc, pas vraiment de
de compétences pour pouvoir venir ici. La seule euh, compétence basique qu'il faudra avoir, c'est de savoir manipuler un ordinateur. Il y a quelqu'un qui posait la question par rapport au langage. Oui, Houdini, généralement, on trouve c'est le Python. C'est pareil aussi avec After Effects où on pourra aussi trouver de la programmation. NBI, peut-on avoir le résumé du cours? Bon, comme mademoiselle Evira avait dit au départ, il y a un lien YouTube qu'elle a partagé à travers lequel vous pourrez suivre le webinaire après. Tiara, pouvez-vous être mon mentor? Bien sûr, pas de problème. Je suis ouvert, prêt à partager, prêt à apprendre. Donc, on va aider. Elias Kanaté, peut-on utiliser VFX sur un PC ou Mac? Les deux. Que ce soit un Mac ou bien un PC, on peut utiliser, on peut faire les VFX. Mais les plus adaptés sont les gamers. Avec les gamers, parce que les gamers même sont faits pour ça. Donc, avec les gamers, c'est plus facile. Ils supportent facilement par rapport au Mac. Nous, on a expérimenté ça. On a travaillé sur des Mac puissants, mais qui ne supportaient pas vraiment nos logiciels. Tant de rendus longs, bug, crash. Avec les gamers, c'est plus flexible. Donc, on est à la fin de notre webinaire, mais avant de terminer, il y aura des informations importantes sur les activités du lab avec Elvira. Je vais la laisser peut-être intervenir et après ça, on fera notre récap et puis remerciement de fin. Elvira? Oui. Donc, concernant l'information pour les activités du Fab Lab. Vous pouvez continuer, vous pouvez terminer et je vais faire le mot de clôture. OK, d'accord. Donc, en conclusion, le VFX qu'on doit retenir, c'est des effets spéciaux visuels, c'est-à-dire réalisés à la post-production. Post-production, ordinateur, à travers des logiciels. Et ce qu'il faut retenir également, tout le monde peut devenir artiste VFX parce qu'il y a plusieurs spécialités. On peut devenir artiste de rotoscopie, on peut devenir artiste textureur, on peut faire de la compositing, on peut faire du lighting, modélisation, rigging, c'est varié. Donc, chacun pourra peut-être tester ces différents domaines et puis voir dans quel domaine il se sent le plus à l'aise et, et ensuite, il pourra se spécialiser. Donc, c'est un domaine ouvert à tous. Tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut intégrer le VFX sans vraiment des compétences parce que c'est varié. Il y a des personnes qui se sentent plus à l'aise dans la rotoscopie parce qu'ils n'ont pas la faculté de pouvoir peut-être euh, designer tout ça. Donc, lui, il se contentera de faire la rotoscopie. Je vais vous partager euh, une vidéo pour qu'on puisse comprendre un peu ce que c'est que la rotoscopie. Monsieur Moussa. Oui. Ah, d'accord, d'accord. Donc ici, là, ici, on a fait un détourage pour retenir l'aigle parce que c'est de ça qu'on a besoin.
Donc ici, c'est un détourage qu'on fait. On va suivre les limites. Et là, la difficulté, c'est que on le fait sur une image, vu que l'image est en mouvement. Donc, à chaque fois que l'aigle bouge, on doit être capable de pouvoir retracer. Soit on peut le faire manuellement, image par image, ou bien créer un tracking. Ça aussi, c'est une compétence. Le tracking, c'est un suivi du mouvement. Il permet de pouvoir suivre un objet. Lorsqu'on insère un objet dans une scène, il faut faire le tracking pour que l'objet puisse suivre le mouvement. Donc, tracking, c'est faire suivre le mouvement à un objet. Donc là, à travers la rotoscopie, il a retiré le décor pour pouvoir garder l'aigle. Ici également, mais là, ça peut être encore plus complexe. Donc, on peut faire une roto et puis l'ajouter dans une autre scène ailleurs, changer les décors comme on veut. Tout ça, c'est la rotoscopie. Oui, alors, oui, tu l'as ajouté. Allô? Oui, oui, non, non, je ne voulais rien ajouter. Vous avez fini? D'accord, bon. Pour terminer, je vais partager ici un démo, le projet sur lequel j'ai déjà eu à travailler, un démo de 2022, partager pour qu'on puisse un peu comprendre. Certes, j'ai parlé beaucoup, mais peut-être qu'il serait important de montrer un peu ce que moi-même j'ai déjà fait, le peu que j'ai pu réaliser. À d'autres projets qui ne sont pas inclus parce que c'est pas encore disponible, c'est pas encore sorti. Généralement, il y a des projets qui restent vraiment top secret jusqu'à la sortie. Donc, ici, lors de notre formation de la première cohorte, on a pu réaliser certains projets que j'ai utilisés pour faire démorer et je souhaiterais partager avec tout le monde ici. OK, merci d'être resté. Merci d'avoir suivi le webinaire. Et là, nous sommes à la fin. Vera a une information importante à partager avant qu'on ne puisse se dire au revoir. Je tiens à remercier le formateur pour ce bon moment. J'ai vraiment apprécié et je pense que nous tous aussi, on a apprécié. Par rapport à l'information que je voulais donner, c'était pour dire que le HFAB Lab est ouvert et nous invitons tout le monde, tous les participants à venir à Bingerville, principalement non loin de la cité de la Seine, pour découvrir un peu plus sur les équipements et puis nous exposer quelques-uns de leurs projets pour qu'on voie comment les accompagner. Et aussi par rapport au VFX et tout, je pense que c'était très intéressant d'entendre M. Moussa et on va essayer de voir comment faire des formations un peu plus approfondies
sur ce thème. Donc, nous vous invitons à nous suivre sur nos différents comptes sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn et autres. Sur YouTube aussi, c'est HFabLab. Notre site web qui est www.hfablab.org. Nous allons aussi vous envoyer par mail le lien WhatsApp pour que vous puissiez intégrer le groupe afin de recevoir d'informations sur les formations, d'informations sur les formations qu'on compte faire avec M. Moussa sur ce sujet-là en 2024. Voilà. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Et si certains ont des questions, je vous écoute. Si vous avez des questions, 5 minutes rapidement. Je vérifie dans les chats. Donc, si personne n'a des questions, on va se dire au revoir et à la prochaine. OK.